Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo à travers laquelle nous allons finir notre première partie de géographie de notre programme de troisième. Cette partie intitulée Dynamique territoriale de la France contemporaine. Nous avons commencé avec les aires urbaines. Ensuite, nous avons travaillé les espaces productifs. Et aujourd'hui, nous allons finir la séquence 3, les espaces de faible densité. Les espaces de faible densité occupent une large part du territoire français, appartenant à la France rurale, très liés aux ressources naturelles qui les entourent. Ils connaissent des dynamiques diverses entre crise et valorisation d'atouts, les rendant attirants. La problématique de notre séquence est quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France. Comme vous voyez ici, dans cette carte, un espace de faible densité est un territoire qui a une densité de population inférieure à 30 habitants par kilomètre carré. Voyez bien où ça se situe, ces espaces de faible densité. Tous ceux qui sont entourés, qui marquent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Il s'agit donc des régions les moins peuplées de France. Ces régions les moins peuplées sont ce qu'on appelle la diagonale du vide, vous le voyez ici, de nord au sud, mais aussi les espaces ruraux, campagnes, forêts, et les montagnes. En 2019, 40% du territoire de la France a une faible densité de population, et les 6% de la population française y vit, soit environ 4 millions d'habitants. Les espaces de faible densité ont des contraintes, des difficultés, mais aussi des atouts, des avantages. On revient à notre problématique, quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France? Commençons notre première séance. Un espace de montagne, territoire faiblement peuplé. Nous allons voir plusieurs études de cas, à travers lesquelles on va analyser les caractéristiques, par exemple, notre premier exemple, les Cévennes, des espaces ruraux dynamiques. Vous allez travailler ceci à travers une étude de cas avec notre compétence je comprends et j'analyse les documents. Vous en avez 3 questions à compléter. Cette première question, en utilisant le document 1, localiser les Cévennes, montrer que cette région est un espace de faible densité. Deuxième question, du document 2 à 5, quelles sont les activités économiques pratiquées dans les Cévennes? Il faudra relever les atouts qui le rendent possible. Et notre troisième question, en utilisant les documents 1, 2 et 5, quels atouts attirent les populations dans les Cévennes? Vous avez le document que vous avez reçu à travers École Directe et vous trouverez aussi les documents ici par la suite dans cette vidéo. Je vous laisse 20 minutes pour pouvoir le travailler et ensuite on se retrouve pour voir les réponses. Pour la première question, localiser les Cévennes, montrer que cette région est un espace de faible densité. La réponse que je vous propose, c'est les Cévennes se situent dans le sud de la France, au sud du Massif central, en région Occitanie. C'est un espace où les densités sont presque partout inférieures à 10 habitants par kilomètre carré, ou en tout cas inférieures à 30 habitants par kilomètre carré. Les villages sont peu peuplés. Les seules agglomérations concentrant les services sont rares. Alès, Le Vigan, Mende. Elles sont en marge des Cévennes. Le réseau routier est très peu développé. Il faut faire des kilomètres pour se brancher sur les autoroutes vers l'est, la 75, ou rejoindre la vallée du Rhône, la 7, puis ensuite la 9. Concernant la question 2, quelles sont les activités économiques pratiquées dans les Cévennes? Et relever les atouts
qui les rendent possibles. Comme vous voyez, cette question est divisée en deux. Les activités économiques sont, il y a des petits commerces, des marchés, comme dans le document 2, la vente en ligne et tous les métiers de l'informatique et de la communication, on voit dans le document 5, l'agriculture, l'élevage et la fabrication de fromage dans le document 3, l'accueil des touristes, hébergement, proposition d'activités de loisirs en pleine nature et sportif dans le document 4. Vous voyez bien que dans chacun de ces documents, nous pouvons en tirer une des activités économiques que nous devons souligner et relever. D'accord? Document 2, document 3, document 4, document 5. Les atouts qui les rendent possibles sont plusieurs. Premier, ce sont les espaces qui sont disponibles. Il y a de la place. Ensuite, l'environnement, préserver et la beauté des paysages. On continue avec la présence d'un patrimoine naturel et culturel, la présence des rivières et des sites d'escalade, ainsi que la connexion Internet et les nouvelles technologies. Nous pouvons aussi citer la présence d'une population rajeunie par les néo-ruraux, un terme à apprendre et à maîtriser. Qui sont ces néo-ruraux? Ces nouvelles personnes qui vont s'installer dans un monde rural français, qui vont travailler à distance et qui vont occuper des espaces et vont avoir de nouvelles demandes. Et pour finir, le soutien de l'État et de l'Europe et le dynamisme des populations locales. Et pour répondre à la troisième question, quels atouts attirent les populations de Cévennes? Nous pouvons dire que des touristes sont attirés par des paysages et l'offre d'activités en pleine nature pour des vacances ou des week-ends. Certains entretiennent une résidence secondaire. Mais il y a aussi des néo-ruraux qui viennent s'installer dans les Cévennes pour y trouver une vie plus calme qu'à la ville. Ils cherchent un environnement préservé et une qualité de vie meilleure. Certaines parviennent à poursuivre une activité professionnelle, comme le télétravail, ou à créer une entreprise à travers Internet. Nous allons maintenant continuer à analyser ces territoires de montagne avec un autre exemple. Notre deuxième exemple, ce sera le Val d'Isère, une station très attractive. À travers cette étude de cas, nous allons aussi répondre des questions, mais on va essayer maintenant surtout de nous concentrer à l'utilisation des exemples. C'est-à-dire, on va répondre les questions, mais pour que la réponse soit correcte, il faut bien marquer chacun de ces documents et les idées principales de ces documents. Regardez bien les questions. Première question. Commencez par situer le Val d'Isère en France. Prévoyez des photos, des paysages pour décrire et montrer ses atouts. À travers les documents que nous allons analyser, il faudra les décrire et l'utiliser comme réponse de la première question. Document 2. Expliquez pourquoi des gens y viennent. Document 3. Précisez quels métiers ils peuvent exercer. Pensez à varier vos exemples, car il y a plusieurs. Et quatrième, montrez les dynamiques créées par des initiatives locales dans ces territoires montagneux. Vous voyez bien que maintenant, je ne vous dis pas quel document vous devez travailler pour chaque réponse. Vous devez voir l'ensemble de ces documents et choisir selon votre point de vue pour répondre à chacune de ces 4 questions. Je vous laisse 20 minutes. Comme vous savez, on se retrouve ensuite pour les réponses. Vous pouvez analyser ces documents à travers la vidéo car on va le voir aussi. Mais aussi avec les documents que je vous ai envoyés par amont, avec votre PowerPoint. Dans ces premiers documents, vous pouvez voir une photo qui nous montre ce village de Val d'Isère en hiver. Quelques chiffres clés importants pour comprendre l'ampleur et les caractéristiques de Val d'Isère. 1637 habitants à 1822 mètres d'altitude. C'est assez haut. 17,3 habitants par kilomètre carré.
on peut déjà l'établir par rapport à cette densité de population. 6500 logements, donc 88,3% des résidences sont secondaires, c'est-à-dire les personnes n'habitent pas toute l'année, ce sont des maisons seulement occupées durant plusieurs moments de l'année, surtout en hiver. Et il y a seulement 7 habitants au chômage, c'est-à-dire un taux de chômage de 0,7% de la population. Vous voyez ici un deuxième document, les atouts de Val d'Isère. C'est un texte paru au Figaro le 14 novembre 2014. Troisième document, c'est une carte. Val d'Isère dans son espace régional. Comme ça, vous pouvez le situer. Et comment les infrastructures sont placées dans ces territoires. Quatrième document, c'est des photos. On voit des pistes aménagées pour le VTT. Ils nous disent que l'été, la station propose un accès gratuit aux remontées mécaniques. Et pour finir, vous avez ici un document encore d'après www.actumontagne.com, paru le 21 décembre 2015, intitulé Un nouvel espace pour dynamiser la vie locale. Je vous laisse le temps de le lire, d'extraire les idées principales et comment vous allez utiliser cela pour chacune de ces questions. Nous pourrons maintenant commencer à la correction de cette étude de cas. Nous pouvons situer le Val d'Isère, que c'est un village situé dans les Alpes français, en Savoie, à 1850 mètres d'altitude. Il se trouve dans la haute vallée de la Tarentaise, non loin de la frontière italienne et du parc national de la Vanoise, comme nous avons vu et analysé dans les atouts. Dans les documents 1, nous pouvons voir sur cette photo qu'on retrouve l'aspect animé et festif d'un village en saison hivernale. Il est illuminé avec des sculptures de glace, hébergements de type chalet et les montagnes enneigées au loin. Sur le document 4, ces clichés montrent la possibilité d'accueillir des activités dans la période estivale, avec les pistes aménagées pour le VTT dans un cadre naturel extraordinaire. Pourquoi les gens donc y viennent? Les gens qui viennent à la Val d'Isère sont des touristes qui viennent satisfaire leur envie de sport d'hiver ou des grands espaces de randonnée et des découvertes de la nature. Il y a aussi souvent des compétitions sportives, comme par exemple les Jeux Olympiques de mondiaux de ski ou même le Tour de France. Quels sont les métiers qu'on peut exercer? Les métiers qu'on peut retrouver sont liés au tourisme, avec les stationniers, comme par exemple l'hôtellerie, la restauration, le cours de ski, métier d'une station de ski, ou les métiers liés à la gestion d'un parc national et de la Vanoise, de l'office de tourisme ou de l'animation de musées, comme celui-là de Val d'Histoire. Et quelles sont les dynamiques créées? On peut observer les dynamiques créées par la population locale à travers la vie associative, comme par exemple Vie Val d'Is, et des animations culturelles. Il y a de la cohésion territoriale pour accueillir les touristes et les saisonniers, mais aussi pour améliorer la vie des communautés qui vivent en permanence. La maison de Val y contribue par son espace multiculturel ou encore la création du musée Val d'Histoire. Comme vous voyez, après avoir analysé ces deux études de cas, les Cévennes et les Val d'Isère, on voit de quelle façon la France essaye de protéger, valoriser ces espaces de montagne, ces espaces nationaux et naturels. Par exemple, comme vous voyez ici avec l'emblème des parcs nationaux, qui vont s'étendre dans tous les territoires français pour montrer qu'ils sont de la réserve de la biosphère, qui sont des espaces à garder pour l'avenir et évidemment aussi pour notre descendance. Ici, l'emblème du parc national
des Cévennes. La mise en valeur des espaces de montagne suscite un conflit néanmoins entre les acteurs de la protection de l'environnement et du tourisme de masse. Les stations de ski profitent de l'attrait pour les sports d'hiver en aménageant les montagnes en vue de la pratique du ski, construisent des infrastructures lourdes et des grands immeubles pour loger les touristes, ce qui génère une activité économique importante dans la région. Cependant, la forte densité de population et d'équipements dans un milieu fragile a des effets négatifs sur l'environnement. Le parc national de la Vanoise cherche justement à protéger des paysages, la biodiversité et le patrimoine. Il s'oppose au tourisme de masse jugé destructeur et définit des règles telles que les stations de ski respectent le développement durable. Cependant, celle-ci lui reproche de gêner l'activité économique alors qu'elle est importante pour la région. Vous voyez comme l'équilibre est fragile, difficile entre la protection et valoriser ces territoires pour l'exploiter économiquement. Il y a plusieurs acteurs. L'État français joue un rôle important, mais il doit être garant des deux camps, c'est-à-dire ceux qui veulent protéger le développement durable et ceux qui ont besoin d'exploiter cette activité économique pour pouvoir continuer à vivre. Ces espaces sont aux dynamiques contrastées. Dans cette séance numéro 2, nous allons faire un résumé de tout ce qu'on a vu dans l'analyse de ces deux documents et études de cas que nous avons travaillé auparavant. Comme nous avons vu, plus de la moitié des communes françaises sont à dominante rurale. Elles comptent 18% de la population du pays. La population de campagne augmente de nouveau depuis la fin des années 90 en raison de l'installation des retraités dans la région de l'ouest et du sud de certaines citadins, appelés néo-ruraux, qui préfèrent vivre à la campagne. Certaines régions peu denses sont dynamisées par une agriculture productiviste, fortement mécanisée et intégrée à l'industrie agroalimentaire ou par des activités à forte valeur ajoutée, telles que la viticulture. Des stations de sport d'hiver ont été construites, ce qu'on appelle le tourisme blanc, dans les régions des montagnes et permettent le tourisme de masse. Le tourisme vert, de nature, environnement et randonnée, dynamise les régions rurales l'été, surtout dans les zones protégées, comme par exemple le parc national. Les agriculteurs et les néo-ruraux sont parfois en conflit, car des nuances liées à l'agriculture gênent les nouveaux habitants, tandis que l'augmentation du prix des logements provoquée par la hausse de la demande rend difficile l'installation des jeunes du pays. Le territoire français comprend de vastes espaces de faible densité de peuplement. C'est notamment le cas dans la diagonale de faible densité, qui s'étend entre les Ardennes aux Pyrénées, mais également dans les principaux massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, les Massifs centrales, les Vosges, les Ardennes. Dans certaines régions, ces espaces de faible densité connaissent une légère reprise démographique. Dans les sud, comme on a dit, les nœuds ruraux et les résidences secondaires s'installent dans les zones rurales délaissées. Ce territoire peu peuplé attire des populations à la recherche de meilleures qualités de vie, pour les vacances ou pour la retraite, dans une résidence secondaire. Mais nous devons redéfinir ce qu'on appelle le vivre ensemble. L'agriculture productiviste marque fortement des paysages de grands champs ouverts. Et aussi cette agriculture n'est pas modernisée partout, et dans certaines régions, la diversification des activités agricoles est limitée. Les difficultés s'accumulent dans les espaces de moyenne montagne qui se dépeuplent. Mais la valorisation des savoir-faire locaux anciens permet parfois de revitaliser certains de ces territoires agricoles. Par exemple avec le labellisé AOC ou AOP, comme le Pélardon, Cévenol, encourage l'installation de jeunes producteurs. Le développement des activités récréatives valorise le patrimoine culturel et naturel de ces espaces peu peuplés. Le tourisme vert se développe, comme dans les Cévennes. La haute montagne alpine, à l'image de Val d'Isère, connaît cette forte fréquentation saisonnière. Vous voyez ici, dans cette carte, les parcs nationaux en France métropolitaine.
voyez les Pyrénées, le Massif central, Alpes, Vosges et Jura. Et pour finir notre séquence, nous allons voir maintenant notre séance 3, espace de faible densité, nouveaux enjeux. Pour notre premier point, entre vieillissement et déprise agricole. Regardons quelles sont ces caractéristiques de ce qu'on appelle la déprise agricole et quelle population se développe aujourd'hui de façon plus globale dans cet espace à faible densité. Encore, nous voyons cette diagonale de faible densité entre les Pyrénées qui va surtout s'étendre à travers le Massif central avec la Creuse, le Périgord, les Cévennes d'un côté, les Landes, les Morvan et la Champagne. Cette diagonale de faible densité avec une densité de maximum 30 habitants par kilomètre carré. Les aires urbaines les plus importantes dans cette faible densité, c'est Toulouse. Le reste, il se trouve soit à l'est, soit à l'ouest, sud-ouest de la France. Mais cette population dans cette ligne de faible densité, qu'est-ce qui se passe? Comme nous pouvons voir sur ce texte, en France, les espaces très faiblement peuplés s'étendent des Ardennes au pied des Pyrénées. Ils se retrouvent aussi en Basse-Normandie et dans la Bretagne intérieure. Les communes ont des densités de population très faibles, 23 habitants par kilomètre carré en moyenne, et sont situées dans un environnement très rural et éloigné de l'influence des grandes villes. Ces communes sont confrontées à une déprise démographique. Elles perdent des habitants, principalement par déficit naturel, c'est-à-dire il y a plus de personnes qui meurent qu'ils naissent. C'est ça le déficit naturel. Les arrivées dans ces communes sont dominées par les seniors. Les seniors, ce sont les personnes âgées ou à la retraite, ce qui renforce le vieillissement de la population. Les temps de trajet pour se rendre dans les commerces, services et établissements scolaires sont supérieurs à la moyenne nationale. Ça décourage les personnes en âge d'avoir des enfants pour pouvoir s'installer. L'économie est très marquée par les secteurs agricoles et agroalimentaires qui occupent un emploi sur 4. 25% de tous les emplois, ce sont dans le secteur agricole. Les personnes plus jeunes aujourd'hui voient l'agriculture soit très, comme nous avons vu déjà, très marquée par cette mondialisation, donc essayer de créer une agriculture très rentable, mais pour ces territoires-là, où l'aménagement est différent et les caractéristiques sont différentes, cette agriculture est plutôt une agriculture protégée. Ces nouvelles caractéristiques vont créer ce qu'on appelle la déprise agricole. C'est quoi la déprise agricole? C'est la diminution de l'intensité ou de l'extension d'une activité socio-économique. Donc les effets sont perceptibles dans l'occupation humaine de l'espace. On voit dans une déprise un déclin démographique et ses conséquences. Les paysages sont à l'abandon, l'équipement obsolète, etc. Dans le monde agricole rural, il s'est traduit par l'abandon des terres, la sous-utilisation de certaines parcelles. La déprise agricole contribue à transformer certaines campagnes en profondeur, à travers l'apparition des friches, reboisement, réaffectation à d'autres usages, comme le tourisme ou des zones de protection de la nature, par ou autre. Arrivée les nœuds ruraux profitant d'espaces aux disponibilités foncières attractives. Cette déprise agricole, c'est la non-utilisation des espaces qui auparavant ils étaient des espaces productifs et qu'aujourd'hui tombent dans l'abandon. La déprise agricole, comme exemple, nous pouvons voir dans les Cantal, massifs de moyenne montagne, comme nous pouvons voir le nombre d'exploitations entre 2000 et 2010, qui a évolué avec une perte de 15% des nombres d'exploitations des territoires qui ont été dédiés à l'agriculture. Mais en France, ça continue à être de la même façon une évolution de moins 26% entre 2000 et 2010. Cet nombre d'exploitations, nous pouvons aussi l'apercevoir, cette perte, un nombre d'exploitations moyenne est grande,
avec une perte de 16% pour les Cantal et 18% pour la France. De ce fait, entre 2000 et 2010, le Cantal a perdu 981 exploitations, soit 14,7%. Dans cette image, nous pouvons voir ces granges à l'abandon, la Boire haute dans la commune de Lauriac. Cette déprise agricole, on voit comment la France, dans ses couloirs du vide, n'arrive pas à reprendre son territoire agricole par excellence et les gens ne se sentent plus attirés pour pouvoir exploiter de la même façon qu'auparavant des territoires agricoles ici montrés. Il y a quelque chose qui aide à cet espace, ce sont les labellisés. Cet espace ou ces endroits-là qu'on peut produire des productions qui peuvent être valorisées à travers les AOC, les appellations d'origine contrôlée, labellisées et recueillies pour pouvoir les protéger et motiver les gens à continuer à exploiter ces territoires et ces espaces. Comme vous voyez ici, un exemple de développement rural durable sur les gares. Vous voyez comment nous pouvons voir des pôles d'excellence rurale par type, comme le patrimoine et le tourisme, le bio-ressources, aussi les services d'accueil, les technologies ou des pôles mixtes, ou comment les communes classées en zone de réhabilitation rurale, on voit des zones à titre temporaire, ou à titre conditionnel, ou à titre permanent. Là, on voit un exemple de comment cette région, les gares, essaye de protéger et développer de façon durable les régions rurales à travers ce qu'on appelle la réhabilitation rurale. Ce sont des communes qui vont être classées en ZRR ou des communes qui remplissent ces critères socio-économiques pour faciliter les aides fiscales et que ce soit plus intéressant de pouvoir s'installer en payant moins d'impôts et motiver les gens à occuper cet espace. Les espaces de faible densité sont des espaces avec un environnement rural comportant moins de 30 habitants par km². Ils occupent 48% du territoire français et regroupent environ 4 millions de personnes. Ils sont très représentés dans une diagonale des Ardennes aux Pyrénées, en passant par le Massif central, mais aussi dans les montagnes ou encore en Bretagne intérieure. Leurs principales caractéristiques sont une natalité faible, perte d'habitants ou leur vieillissement, l'éloignement vis-à-vis des villes et de leurs services, et une économie marquée par les secteurs agricoles et agroalimentaires. Vous avez ici ces 4 caractéristiques très importantes à retenir. Je reprends. Caractéristiques sont natalité faible, comme on a vu, la perte d'habitants et leur vieillissement, éloignement vis-à-vis des villes et des services, et le quatrième, économie marquée par les secteurs agricoles et agroalimentaires. Mais l'agriculture des espaces de moyenne montagne est en crise, comme par exemple le Cantal, avec la diminution du nombre d'exploitations, l'équipement moins moderne et l'abandon des terres agricoles. Les déprises agricoles, comme on a vu. Les espaces ruraux profonds continuent à décliner. Fermeture des écoles, c'est un exemple de ce déclin. Aussi la disparition des commerces de proximité. Pour les dynamiser, l'État développe des pôles d'excellence rurale, nommés PER, la mesure de l'État destinée à dynamiser des espaces ruraux en difficulté, comme on l'a vu dans l'exemple de Gare. Voyons maintenant les exemples de comment nous pouvons quand même voir des atouts pour un renouveau dans ces espaces à faible densité. Ces espaces peu peuplés aident pour une agriculture productiviste. Comme vous voyez ici, les bosses, il y a une agriculture intensive grâce au fait de cette faible densité. Les bosses est un territoire productif mais peu dense. Cette région est spécialisée dans les grandes cultures de céréales et oléagineux et représentative d'une agriculture productive et prospère
en lien direct avec le marché mondial, ce qu'on a vu déjà dans la mondialisation. Elle est pourtant un espace de faible densité car aujourd'hui, peu de ressources humaines sont nécessaires pour cultiver des très vastes superficies. Évidemment, ça c'est un atout. Et c'est grâce à cette faible densité que cet espace est aujourd'hui rentable au niveau mondial. Mais d'autres choses qu'on va voir comme exemple, c'est la valorisation des produits agricoles de qualité. On a déjà parlé de l'AOC ou l'AOP. L'appellation d'origine protégée AOP désigne un produit, donc les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique qui donne ses caractéristiques à un produit. C'est un signe donc européen qui protège les noms de produits dans toute l'Union européenne. Pour comprendre le poids de ces espaces et de ces produits AOC ou AOP, plus de 20 milliards d'euros pour l'ensemble des produits sur AOP ou AOC, ça a été investi à partir de 2015. Ces produits agroalimentaires, on trouve 50 produits laitiers, par exemple le fromage, comme le Roquefort. Il y a plus de 1,8 milliard d'euros de revenus de ces produits. Et ça représente ces produits AOC et AOP 9,5% de la production commercialisée des fromages en France. Sa production estimée est à 214 504 tonnes. Des points très importants. Et ces produits AOC ont aujourd'hui une valeur ajoutée, développée et créée dans ces espaces à faible densité. Pour donner un exemple, je vous laisse voir cette vidéo sur YouTube. Vous savez que vous pouvez cliquer directement sur votre PowerPoint pour pouvoir le voir. Et réaliser une écoute active. Vous pouvez voir ici sur la carte les zones de réhabilitation rurale, ou ZRR, qui regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières. Les entreprises de ces territoires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux, notamment lors de leur création. Vous voyez comment il y en a des choses positives qui se font dans ces espaces à faible densité au niveau territorial et au niveau national. Les espaces de faible densité ne sont pas vides d'hommes des activités rémunératrices. Ils ont des atouts qui peuvent les valoriser. Les espaces peu peuplés de l'agriculture productiviste, comme cette grande agriculture en Beauce et élevage intensif en Bretagne, assurent aux agriculteurs de bons revenus. Les espaces d'élevage extensif peuvent, quant à eux, profiter du classement en AOP, appellation d'origine protégée, de leur production. Ces classements, gages de qualité, peuvent permettre de dégager des revenus décents. La valorisation passe aussi par des activités touristiques, des grandes réserves d'espace étant un atout, comme le tourisme vert qu'on a déjà vu, les parcs naturels régionaux ou nationaux, comme les stations de sport d'hiver et montagne. Enfin, le classement en zone de réhabilitation rurale, plus de 14 000 communes sont impliquées, permet d'attirer des entreprises grâce à des avantages fiscaux. Les espaces peu denses deviennent même attirants pour les habitants à la recherche d'une meilleure qualité de vie, les ruraux ou les retraités. La mise en place de la fibre Internet pour un nouveau réseau 5G est un enjeu considérable et qui commence à désenclaver ces campagnes. Vous voyez ici des exemples de ces territoires divisés entre les parcs nationaux aussi marins, comme le bassin d'Arcachon, quels sont les parcs naturels régionaux, et aussi en les territoires d'outre-mer, comme de la même façon, ces parcs nationaux, comme en Guyane, en Réunion, Guadeloupe, des zones protégées qui attirent aussi des populations grâce au tourisme. Comment on voit aussi ces espaces des parcs naturels régionaux et des zones maritimes protégées, comme par exemple ici en Guyane. Pour finir notre thème, vous voyez ici les croquis qu'il sera possible de demander dans les épreuves. Vous voyez, et vous devez savoir marquer ces espaces de faible densité. Vous devez être capable de marquer où il se trouve ces couloirs de vide, où il se trouve ces espaces,
et si on suit la légende, être capable de marquer les plus importants parcs nationaux. Cette attraction qu'on voit des territoires au sud, la migration des nœuds ruraux, où on doit placer les stations de ski, et évidemment la diagonale de faible densité. C'est à vous à recopier ces croquis, comme on a fait déjà à main levée sur votre cahier, et unir autant les croquis que notre légende très importante. Vous voyez les parcs nationaux les plus importants. On n'oublie jamais les territoires d'outre-mer qu'on a vu dans l'autre document, en Guyane, Guadeloupe ou la Réunion, les Pyrénées ou dans les Alpes. Cette migration des nœuds ruraux, tout ce que c'est la région de Paris vers ces couloirs du vide, et quels sont les espaces à faible densité. Pas seulement le couloir ou la diagonale de vide, sinon aussi les Beauce ou les Alpes. On a vu les atouts par rapport à cette faible densité et on a vu aussi les risques qui parcourent. Voilà ces coquilles vides qui doivent vous servir comme exemple pour la réalisation de votre croquis à la maison, des espaces de faible densité et leurs atouts. Merci beaucoup d'avoir écouté ces cours. Si vous avez des questions, on se retrouvera bientôt pour pouvoir les résoudre. Merci. Au revoir.